Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne, sur le plateau de Saclay, au Neurospin, un centre de recherche exclusivement consacré au cerveau. Bien entendu, avant, après, pendant l'émission, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, pour nous dégourdir les neurones, place au sommaire. Cette semaine, Futur Mag plonge au cœur du cerveau et de ses mystères. Nous découvrirons une méthode révolutionnaire et indolore pour soigner des pathologies cérébrales. Là, je retrouve presque une vie normale, quoi. Il est possible de chauffer sa maison grâce à un ordinateur. Une innovation qui mêle ingéniosité et haute technologie. C'est comme un radiateur électrique. La particularité, elle aussi, c'est qu'au niveau de l'alimentation électrique, tu as une connexion à Internet. Et enfin, nous verrons comment industriels et chercheurs transforment les vitres des bâtiments qui nous entourent. Ces nouveaux verres ont des propriétés plus qu'étonnantes. Voilà, c'est comme chez vous, vous allumez la lumière, ici vous activez la coloration du vitrage. Dans cette première partie consacrée à l'homme, nous allons évoquer une technique qui permet de soigner certaines maladies du cerveau sans avoir à toucher un scalpel. Des traitements étudiés notamment ici, au Neurospin. Mais avant de vous en dire plus, petit rappel sur le fonctionnement de nos méninges. Le cerveau est la tour de contrôle de notre corps. Et pour gérer le flux d'informations qui y transitent et les traiter, il dispose de cellules dédiées, les neurones. Ils sont près de 100 milliards, majoritairement situés dans la zone périphérique du cerveau appelée cortex cérébral. Chaque neurone traite et relaye les informations à ses voisins proches par le biais de molécules échangées au niveau d'une zone de contact, les synapses. Ces échanges créent de minuscules signaux électriques d'une tension 3000 fois inférieure au courant domestique, ce qui fait circuler l'information. Ce sont ces signaux qui nous permettent de parler, de former des souvenirs, de rêver ou encore de se balader. Mais dans le cas de troubles ou d'accidents neurologiques, il arrive que les liaisons électriques ne se fassent plus dans certaines zones. Pour les réactiver, on peut stimuler le cortex électriquement. Et jusqu'à présent, on utilise des électrodes implantées dans le cerveau. Une méthode efficace, mais très invasive pour le patient. Relancer des neurones défectueux ou récalcitrants de manière tout à fait indolore, c'est désormais possible grâce à la stimulation magnétique transcrânienne. Cela marche pour la dépression, pour certains troubles du comportement et peut-être bientôt d'autres pathologies. Nous partons tout de suite pour le laboratoire qui développe actuellement cette approche particulièrement innovante. Il y a 4 ans, Sylvie souffrait de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Elle est maintenant traitée à l'aide de la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne. Comme elle, 2 millions d'Européens souffrant de TOC pourraient peut-être retrouver une vie normale avec cette technique. Aujourd'hui, Sylvie revient à l'hôpital psychiatrique de Rennes pour suivre une nouvelle série de traitements, car tous les 6 mois, il faut à nouveau stimuler le cerveau. C'est ici, dans cet hôpital psychiatrique, où je viens faire ma TMS en bas tous les matins pendant 20 minutes. Pour Sylvie, les troubles sont apparus dès l'âge de 11 ans, avec des obsessions sur la propreté et la contamination. Résultat, une 50aine de lavages de mains toute la journée. Toucher quelque chose, j'allais me relaver les mains, enfin c'était sans cesse, quoi. Bon, hop, je me relave les mains. Les sujets atteints de TOC se sentent obligés de vérifier tout ce qu'ils font. Au quotidien, leur vie est un enfer. Et impossible pour eux de lutter contre cette spirale infernale. Ma toilette, mon lit, tout ça, je mettais au moins 3 heures. C'était invalidant, je pouvais plus rien faire. Pour la première fois en France, ce psychiatre, le professeur Millet, a eu l'idée d'utiliser la TMS pour soigner les patients souffrant de TOC. Il est persuadé que la stimulation magnétique transcrânienne peut les libérer de ce lourd handicap. Jusqu'à quel point cette maladie a-t-elle pu vous handicaper ? Ça a été invalidant à partir du moment que je pouvais plus sortir de chez moi. Je sortais une fois par semaine pour faire mes courses. Le reste du temps, vous restiez enfermé chez vous ? Voilà, j'étais enfermée chez moi, je ne voulais voir personne.
Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que ces troubles du comportement sont causés par un dysfonctionnement des neurones cérébraux. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une maladie fonctionnelle, mais ce que nous avons montré, c'est que ces manifestations obsessionnelles et compulsives se traduisent par une hyperactivité de certaines zones du cerveau. Cette zone hyperactive se situe dans l'hémisphère droit au-dessus des yeux. En appliquant la bobine de la TMS sur ce périmètre, on régule son fonctionnement. En effet, cette bobine placée sur le crâne va délivrer un champ magnétique. Ces champs magnétiques induisent à leur tour un courant électrique qui va modifier l'activité des neurones situés à proximité. Ce courant électrique va se propager à travers les neurones jusqu'à la zone à traiter. Avec cette technique, le cerveau retrouve ses fonctions normales. On a montré que la diminution de l'activité de cette zone du cortex orbitofrontal était corrélée à la diminution des symptômes obsessionnels et des symptômes compulsifs. Sylvie comptabilise à ce jour plus de 60 séances de TMS. Ce traitement est indolore pour le patient. Vous fatiguez pas trop, madame? Non, ça va. Pour les TOC les plus sévères, avant la TMS, le traitement consistait à implanter des électrodes directement dans le cerveau, avec tous les risques que cela comporte. Une intervention chirurgicale sur le cerveau, c'est toujours dangereux. Il y a un certain nombre d'effets indésirables qui peuvent survenir, notamment les problèmes d'infection inhérentes à l'intervention chirurgicale en elle-même. Grâce à la TMS, le crâne des patients n'est plus perforé. Cette technique, qui évite la chirurgie, est une piste prometteuse pour les malades atteints de TOC. C'est bien passé? Oui, oui, très bien. Bon, bah écoutez, on va remettre ça demain. Oui. Et voilà, c'est fini. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je suis moins prise par les rituels, les vérifications tout au long de la journée. Et là, je retrouve presque une vie normale, quoi, avec ce mode de soins. Cette stimulation doit être répétée tous les jours pendant une semaine, sinon l'effet s'estompe à moyen terme. À chaque fois, il faut retrouver l'endroit exact du cerveau à stimuler. Un logiciel de guidage s'avère indispensable pour repérer cette zone. C'est ce qu'on appelle la neuronavigation. Luc Bredoux et Vincent de Questbook en sont à l'origine. Ensemble, ils ont monté une start-up qui propose aujourd'hui un logiciel de neuronavigation. La caméra permet de suivre la bobine et d'en afficher la position précise sur l'imagerie IRM. Cette cartographie, comme un GPS pour le conducteur d'une voiture, permet de guider le médecin pour qu'il puisse positionner l'instrument à l'aplomb de la structure cérébrale à stimuler. Grâce à la neuronavigation, on va pouvoir être précis et cibler, délivrer le champ magnétique sur des zones aussi petites que la surface d'une pièce d'un euro. Si aujourd'hui l'usage de la TMS se développe, c'est en grande partie grâce à un chercheur d'origine espagnole. Pour le rencontrer, direction Paris. Anthony Valero Cabré est un des grands précurseurs de la TMS dans le monde. Il travaille à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où il explore sans relâche tous les potentiels de cette nouvelle technologie. Une véritable passion, née au cours de ses études il y a plus de 15 ans. J'ai commencé mes études sur la stimulation magnétique transcrânienne l'année 2000, en fait, juste après ma thèse de doctorat aux États-Unis. C'est là où j'ai tourné un peu mon intérêt sur ces techniques qui à l'époque émergeaient un peu. Cette technologie voit le jour en Angleterre dans les années 80. Mais ce n'est que 20 ans plus tard que les premières applications thérapeutiques vont être reconnues. La TMS a fait ses preuves, notamment pour soigner différents troubles psychiatriques. Mais Anthony Valero Cabré espère aller encore plus loin. Il y a un an, il décide d'étudier le rôle d'une zone du cerveau impliquée dans la vision sur un groupe de 14 personnes en pleine forme. On y va alors Romain, tu t'assois, merci. Le principe est simple. Romain doit détecter sur l'écran des images zébrées et très fugaces. Sans stimulation magnétique transcrânienne, les sujets distinguent difficilement les contrastes ondulés, comme ici à gauche, sur cette image que nous avons arrêtée. Mais grâce à la TMS, Romain voit 12% de cibles en plus. Il est donc possible d'augmenter la capacité visuelle d'individus sains. Très bien, excellent. Donc les résultats de cette expérience montrent qu'une grande majorité d'entre eux,
ils aboutissent à des améliorations de ses capacités de détection visuelle. Donc, ça veut dire qu'ils détectent un nombre plus élevé des cibles sous les effets de la stimulation réelle que de la stimulation placebo, qui nous montre quand même que les stimulations de cette région frontale du cerveau, de l'hémisphère droite, peut en fait générer des effets d'amélioration visuelle qui sont assez intéressants et assez importants. C'est justement cette zone qui est impliquée chez les patients victimes d'accidents vasculaires cérébral. Suite à un AVC, la zone du cerveau responsable de la vision peut devenir déficiente. C'est le cas pour environ 7 millions de personnes dans le monde. Et c'est pour eux qu'Anthony Valero-Cabré continue de développer la TMS. Les résultats des essais cliniques en cours devraient être publiés prochainement. De retour dans les murs du Neurospin où je suis en compagnie de Jocelyn Ouenou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et spécialiste en imagerie cérébrale. Pouvez-vous me dire si l'imagerie est indissociable de cette stimulation magnétique transcrânienne? Alors l'imagerie cérébrale peut servir à deux choses. Premièrement, à savoir quelle zone du cerveau on va viser pour savoir quelle partie du cerveau est atteinte dans les différentes pathologies. Et deuxièmement, quand on va traiter un patient, on va pouvoir se repérer précisément chez ce patient quelle est la zone précise du cerveau à viser grâce à son IRM cérébral, celle du patient. Pour faire un distinguo bien clair, la stimulation magnétique, ce n'est pas ce qu'on appelait avant un électrochoc ou aujourd'hui la sismothérapie. Alors la sismothérapie, qui est un traitement toujours très largement utilisé, fait passer du courant électrique dans l'ensemble du cerveau avec une intensité élevée, et donc se réalise sous anesthésie générale. A contrario, la stimulation magnétique transcrânienne vise une région précise du cerveau avec un champ magnétique qui induit des courants électriques beaucoup plus faibles et sans crise convulsive dans le cerveau. C'est-à-dire que le patient ne ressent rien du tout au moment de la stimulation? Alors généralement, dans la stimulation magnétique transcrânienne, le patient ne ressent rien du tout ou parfois une petite gêne comme si on lui grattait un petit peu la tête. Aujourd'hui, en termes thérapeutiques, quels sont les résultats obtenus concrètement par la stimulation magnétique? Alors dans la dépression, le trouble obsessionnel compulsif ou les hallucinations, on a certaines études qui montrent des résultats positifs sur les symptômes de dépression ou d'hallucination par exemple, mais tous les patients ne réagissent pas au traitement. Aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien quels patients vont réagir ou pas au traitement et également, le soulagement des symptômes reste transitoire dans le temps. Donc pour l'instant, on a encore beaucoup d'améliorations sur les modalités pratiques de la technique et le choix des patients et de l'indication. Alors on a vu qu'on pouvait envisager de traiter les troubles obsessionnels convulsifs. Est-ce qu'il y a d'autres applications en psychiatrie pour la stimulation magnétique? En psychiatrie, pour le moment, ce sont des indications posées dans le cadre de protocoles de recherche, en particulier dans les épisodes dépressifs majeurs sévères, premièrement, et deuxièmement, dans les hallucinations résistantes. Avec des résultats? Alors, en particulier dans les épisodes dépressifs majeurs, effectivement, beaucoup d'études sont plutôt encourageantes. Également, dans les hallucinations résistantes, on obtient de bons résultats qui ont du mal à persister dans le temps, mais les techniques sont en train de s'améliorer justement pour pouvoir avoir un effet plus prolongé de la stimulation magnétique. Et quelles sont les limites de cette stimulation magnétique aujourd'hui? L'effet de la stimulation magnétique ne se fait que sur quelques millimètres à la surface du cerveau. Et on n'arrive pas à viser les zones profondes du cerveau. Ça veut dire qu'une pathologie de type Parkinson, qui concerne des zones très profondes, est difficilement accessible par la méthode? Alors aujourd'hui, on ne peut pas viser les zones profondes du cerveau atteintes dans la maladie de Parkinson avec la stimulation magnétique transcrânienne. On peut par contre implanter des électrodes pour viser très profondément ces structures, mais aujourd'hui la stimulation magnétique transcrânienne ne permet pas d'atteindre directement ces structures. Est-ce qu'il y a des contre-indications justement ou des effets secondaires à cette technique? Alors dans les effets secondaires, on a comme effet secondaire très léger et discret. On peut avoir une certaine gêne au niveau cutané pendant la stimulation. On peut avoir théoriquement, mais ça reste très rare, des crises d'épilepsie. Et donc la contre-indication qui reste relative, c'est l'épilepsie. Est-ce que l'on peut stimuler les compétences ou les capacités cognitives du cerveau par une stimulation magnétique?
Alors théoriquement, en visant certaines zones du cerveau, peut-être qu'on pourrait améliorer certaines fonctions cognitives, que ce soit chez les patients ou chez des sujets sains qui n'ont pas de déficit a priori. Aujourd'hui, pour l'instant, on a peu de preuves d'une réelle efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne pour cela, mais des recherches sont en cours pour justement viser à augmenter les performances cognitives. Alors en surfant sur Internet, nous sommes tombés sur un site plutôt surprenant, voire inquiétant même. Une entreprise propose des casques de stimulation du cerveau pour augmenter les capacités cognitives. C'est notre bref du web. L'entreprise californienne Focus a commercialisé en novembre 2013 un objet étonnant, voire inquiétant. Un casque qui stimulerait la concentration, la mémoire et la réactivité par envoi d'un courant électrique. Un petit courant de 2 mA qui passe à travers les tissus du cerveau pour aller exciter les neurones. D'abord imaginé pour décupler les capacités des fans de jeux vidéo, le casque dispose de 4 types de stimulation et se commande par smartphone via Bluetooth. Est-ce que l'exemple qu'on vient de voir sur Internet vous paraît crédible ? Alors il s'agit d'un casque qui utilise une technique dérivée de la stimulation magnétique transcrânienne, qui est la stimulation électrique superficielle, qui est alors une technique de recherche et de développement encore plus récent que la stimulation magnétique transcrânienne. On n'a aucune idée de son efficacité dans l'amélioration de telle ou telle performance cognitive. Donc je pense que tout ce qui est avancé là relève plutôt du marketing que d'une réalité scientifique. Et est-ce que ça vous paraît dangereux ? Alors, a priori, on a peu de retours d'effets secondaires importants, mais comme je vous le disais, c'est une technique très récente, et donc il vaut mieux rester prudent sur cela. On ne connaît pas très bien les effets secondaires, par exemple, à long terme, de ce genre de technique. Monsieur Ouenou, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation dans votre recherche sur l'imagerie cérébrale. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur le site arte.tv/futurmag. Dans notre rubrique Terre aujourd'hui, nous allons découvrir le concept d'innovation Jugaad, un terme hindi qu'on pourrait traduire par débrouillardise ou système D et qui caractérise bien l'innovation à l'indienne. Ingénieuse, mais peu coûteuse. Une manière d'envisager le progrès qui, dans un contexte de crise, est en train de séduire les pays développés. Vous n'avez jamais entendu parler de Jugaad? Ce concept indien d'innovation frugale a été théorisé par un Français né à Pondichéry, Naviraju. Jugaad, en fait, c'est un terme en hindi qui veut dire la capacité ingénieuse à improviser ou trouver des solutions dans des conditions très difficiles. C'est un peu le MacGyver, vous savez, c'est cette forme de débrouillardise. Être ingénieux avec très peu de moyens, en Inde, c'est une philosophie qu'on applique au jour le jour pour faciliter tous les domaines de la vie quotidienne. Un cadenas pour fermer sa voiture, un robinet à jus de pastèque, un rouleau compresseur mu par un tracteur, un hachoir qui tourne grâce à une perceuse, un monte-charge fait d'une simple corde et d'un vieux scooter, ou bien un bidon qui permet de transporter 50 litres d'eau sans effort. Toutes ces innovations insolites et utiles sont Jugaad. Naviraju est devenu le gourou de l'innovation frugale. Après ses études à Paris, il est parti aux États-Unis répandre la bonne parole Jugaad. Car aujourd'hui, cette philosophie a conquis même les pays les plus riches. Les pays développés aussi ont des besoins en matière de durabilité, par exemple, parce qu'on est quand même très gourmand en consommation d'énergie. Donc, ce besoin de faire mieux avec moins, c'est un besoin universel. Mieux avec moins, c'est là tout le concept de l'innovation frugale. En France, un polytechnicien de 39 ans en a fait son credo. Paul Benoît a décidé de s'attaquer à la chaleur générée par les ordinateurs. Chaleur qui est perdue alors qu'elle pourrait être utilisée. Éviter le gaspillage, ça c'est Jugaad. Brûler des combustibles ou de l'électricité pour juste se chauffer, c'est un peu une absurdité, alors que pour un ingénieur en général, la chaleur c'est un déchet dont il souhaite se débarrasser. De la chaleur dégagée par des ordinateurs, on en trouve partout. Comme ici, à Arles, dans cette école de films d'animation 3D.
Les étudiants ont besoin de calculer en permanence leurs images une fois que toutes les données de lumière, de texture et de mouvement ont été entrées dans l'ordinateur. Si tu veux bien, on va lancer le calcul comme ça. Les besoins en calcul pour l'école sont effectivement assez colossaux parce que on sort à peu près 1h30 à 2 heures de films 3D par an. Alors pour calculer une image, donc un 24e de seconde, ça prend à peu près entre 40 minutes et 1 heure l'image, ce qui fait que on lance à peu près 300 000 heures de calcul par an. Et tous ces calculs sont pour l'instant faits dans les salles d'études, là où les étudiants travaillent. Ce qui pose un réel problème. Ici, on est dans une salle de cours avec 40 étudiants et 40 ordinateurs. Et là, par exemple, aujourd'hui en hiver, on a coupé tous les chauffages et il fait quand même 30 degrés dans cette salle. Voilà, 30 degrés. On est en train de tester de pouvoir externaliser les calculs, c'est-à-dire que les ordinateurs ne seront plus dans les salles de cours. On va les calculer à distance, ce qui permettra de mieux gérer la température à l'intérieur des salles de cours. C'est là qu'intervient l'esprit Jugad de Paul Benoît. Direction les locaux de son entreprise parisienne. Paul a imaginé un objet révolutionnaire, un radiateur hors du commun qui utilise la chaleur dégagée par les ordinateurs pour chauffer une pièce. Et ça intéresse Navi Radjou. Bonjour Paul. Bonjour Navi, comment ça va? Très bien, excellent, merci. Et quand l'ingénieur rencontre le gourou de l'innovation frugale, c'est la pratique qui rencontre la théorie. Le principe est assez simple, là tu vois. Finalement, tu vas voir l'intérieur. C'est beaucoup d'informatique, puis la partie principale c'est ce qu'on appelle les cartes mères. Donc là tu as la partie vraiment la plus intéressante qui est le processeur, et qui lui fait des calculs et produit beaucoup de chaleur. C'est cette chaleur en fait qui est récupérée et qui est dissipée dans le radiateur, et c'est ça qui chauffe la pièce. Des chercheurs ou des industriels ont besoin de faire des milliers de calculs. Le microprocesseur à l'intérieur de leurs ordinateurs marche à plein régime et génère de la chaleur. L'idée de Paul, c'est de placer le microprocesseur à l'intérieur d'un radiateur, qui peut se trouver à des milliers de kilomètres pour récupérer cette chaleur perdue. Quand vous regardez une vidéo en très haute définition, vous sentez que l'ordinateur se met à chauffer un peu plus, parce que le processeur est plus sollicité. Et donc là, souvent, il y a des gens, par exemple, avec leur portable, ils sentent que ça chauffe, etc. Sur ce type de modèle, vous avez l'équivalent de 4 ordinateurs. Donc ça, en fait, on peut tout à fait comprendre que quand on a 4 ordinateurs dans une pièce et puis qui travaillent à fond, ça permet de chauffer largement une pièce. Une idée simple, mais que personne n'avait eue avant lui. La France est un grand pays d'ingénieurs. On n'est pas souvent un grand pays d'ingénieux. Alors que dans les pays émergents, on voit souvent cette ingéniosité qui est là, quoi. Donc si on peut combiner, si vous voulez, cet état d'esprit d'ingénieur avec l'état d'esprit ingénieux, là c'est le miracle, c'est le Jugad. C'est exactement ça que Paul, quelque part, incarne. Le calcul est complètement délocalisé. Des gens ont besoin de lancer des calculs. Ils lancent leurs calculs et ça permet de chauffer des maisons qui peuvent être à l'autre bout du monde. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui faisait un calcul de 3D qui était au Chili. Et les calculs ont été effectués dans un appartement à Paris. La distance n'est pas un problème car tout passe par Internet. C'est l'entreprise de Paul Benoît qui gère la répartition des calculs. Elle s'assure que les chercheurs peuvent travailler d'un côté et que les utilisateurs peuvent avoir du chauffage de l'autre. Et c'est dans cette pièce, véritable tour de contrôle, que tout est centralisé. Là, tu vois, tu as des radiateurs qui sont éteints parce que je viens de baisser le chauffage à distance exprès. C'est rouge, c'est ça? Ouais, ceux qui sont en rouge là. Okay. Et là, c'est en direct. En fait, on voit les tâches de calcul qui sont réparties sur les différents radiateurs. Donc nous, on est un petit peu entre les deux, entre les gens qui font du calcul et les gens qui ont besoin de chauffage. On peut avoir l'innovation frugale et en même temps avoir sous-jacente une technologie très avancée, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'effectivement, frugal, ça veut pas dire quelque chose qui est low-tech. Ça peut être frugal et en même temps innovante. Ce dispositif de radiateur est pour l'instant essentiellement déployé dans des entreprises ou dans des bâtiments communaux. Mais il devrait bientôt être disponible pour les particuliers. Il est déjà en test chez l'un d'eux. D'ailleurs, Navi et Paul le rejoignent dans son appartement parisien. C'est comme un radiateur électrique qui consomme l'électricité de la maison. La particularité, elle est ici. C'est au niveau de l'alimentation électrique. Tu as une alimentation, tu as une connexion à Internet. C'est par là qu'arrivent effectivement les données pour l'exécution des calculs sur la machine. Donc là, je dis, voilà, je veux qu'il fasse 25 degrés dans la pièce. Dans la pièce, la machine capte une température de 23 degrés actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va solliciter des calculs sur Internet pour dire
amène-moi des calculs pour que je puisse chauffer mes processeurs, pour que je puisse répondre à cette consigne de chauffe. Ce système est intéressant financièrement pour le particulier car il doit louer le radiateur, mais il ne paie pas la consommation électrique du chauffage. Cette idée géniale peut faire boule de neige et éviter le gaspillage, car pour l'instant, les ordinateurs des multinationales sont concentrés dans des centres de données ou data centers et toute cette chaleur est perdue. Data centers, rien qu'en France, dégagent la chaleur qui est l'équivalent d'une centrale nucléaire, quoi. Donc on appelle ça la chaleur fatale parce que ça produit une chaleur qui n'est pas souhaitable. Pour Navi, cette invention Jugad est une solution d'avenir. Même aux États-Unis, quand j'en parle, ils disent c'est les Français qui sont capables de le faire. Je dis oui, absolument, les Français, on est capable de faire ce genre d'innovation. Donc je crois que c'est une innovation qui a un marché potentiel aux États-Unis, en Asie, dans quasiment pas mal de pays dans le monde. À Paris, mais aussi à Munich, à Bruxelles ou à New Delhi, Navi Raju n'a pas fini de répandre la bonne parole de l'innovation frugale. Olivia Lisicki, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'innovation frugale. Est-ce que vous pensez que l'innovation dans les pays développés va se transformer du fait de l'esprit Jugad? Le constat aujourd'hui qu'on fait tous, c'est qu'on a des ressources qui sont limitées, tant au niveau environnemental que financier. Donc comment on fait avec le peu qu'on a et qui va diminuer de plus en plus. Mais au-delà de ça, dans l'état d'esprit de Jugad, c'est au-delà d'économiser les moyens, c'est comment je vais réussir à détourner, transformer, créer des nouvelles utilités, de nouvelles valeurs en pensant d'une façon nouvelle. Ça veut dire que les ingénieurs qui travaillent dans les départements de recherche et développement ont une imagination un peu refermée, resserrée? Disons que c'est dans la façon dont est conduite aujourd'hui l'innovation qu'on peut conduire les gens à s'enfermer dans des cadres établis. Après, je pense que toutes les personnes, y compris les ingénieurs, ont cette capacité d'inventivité qui est décrite dans l'esprit de Jugad. Ça veut dire que, par exemple, utiliser de la puissance de calcul pour faire un radiateur, ça, typiquement, c'est une innovation qui ne peut pas sortir du système classique. Alors, c'est un polytechnicien qui l'a inventé, donc c'est très intéressant. Il a réussi à sortir du cadre, donc il a produit une combinaison nouvelle avec un radiateur et un supercalculateur en se disant, voilà, le chauffage, je recrée une identité nouvelle pour ce chauffage et je lui donne des utilités nouvelles. Olivia, si vous deviez me citer une ou deux innovations frugales majeures, quelles seraient-elles ? Je pense que l'exemple intéressant, c'est celui de General Electric, qui reprend certains éléments d'ingéniosité frugale, qui a créé, en fait, par ses ingénieurs indiens et chinois, des électrocardiogrammes et des échographes portables. Donc qui sont beaucoup plus petits, beaucoup maniables, portables, pour des situations adaptées aux campagnes, aux zones rurales en Inde et en Chine. Donc voilà, pour se déplacer avec de petits appareils plutôt que la grosse artillerie qu'on peut avoir d'habitude. Et finalement, ces innovations qui ont été pensées par des pays émergents pour des pays émergents s'avèrent très utiles pour des pays comme les États-Unis, où finalement, dans des situations d'urgence, on a besoin d'avoir des solutions flexibles, des petits appareils. Et finalement, aujourd'hui, c'est un grand succès commercial. Olivia, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation sur la voie du Jugad. Vous imaginez bien que l'innovation frugale fait un tabac sur Internet. Regardez cette innovation qui est au cœur de l'esprit de Jugad. C'est notre bref du web. Chaque année, 4 millions de nouveau-nés meurent dans le premier mois qui suit leur naissance. Ces morts sont en partie dues à un accès très restreint aux couveuses pour les prématurés. Jen Chen, fondatrice de l'ONG Embrace, a inventé une couveuse portable pour bébés qui fonctionne sans électricité et coûte 100 fois moins cher qu'une couveuse d'hôpital. Très simple d'utilisation, elle fonctionne grâce à une poche de cire qui se réchauffe dans de l'eau et qui est capable de maintenir la couveuse à une température constante pendant 6 heures. Une invention Jugad qui pourrait sauver des millions de vies. Aujourd'hui, dans notre rubrique objet, nous nous intéressons à un matériau qui appartient à la vie quotidienne, le verre. Alors le verre innovant, bien sûr, mais saviez-vous qu'il existe à l'état naturel?
Le verre est une roche vitrifiée que l'homme a su perfectionner au cours des siècles. Voilà son histoire en animation. Le verre n'est pas une invention de l'homme. Il n'est en effet rien de plus que du sable qui a été chauffé à très haute température, par exemple, dans un volcan. Les premières utilisations d'un verre naturel remontent ainsi à près de 100 000 ans, quand nos ancêtres faisaient des pointes de flèche avec de l'obsidienne, un verre d'origine volcanique. Le verre étant à la fois malléable à souhait et quasi inaltérable, il est fabriqué depuis plus de 5000 ans dans des fours pour la conception de bijoux, de récipients, puis, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, des premiers vitrages. Au XXe siècle, la technologie aidant, les verres ont connu de nombreuses améliorations et perfectionnements. Et avec le phénomène d'urbanisation des populations, la demande en verre plat, celui des vitrages, a considérablement augmenté. Ainsi, la plus haute tour du monde, construite à Dubaï, a nécessité plus de 10 hectares de verre, l'équivalent de la surface de 20 terrains de foot. Le verre n'en a décidément pas fini avec son histoire vieille comme le monde. Depuis des années, le verre est l'objet de recherches très pointues qui permettent aujourd'hui de lui donner de nouvelles propriétés. Auto-nettoyant, polarisant et même photochromique, la liste est longue. Le verre est même devenu un moyen de construire plus vert. Direction le quartier de la Défense où les vitres semblent avoir remplacé le béton. Nous sommes à la Défense à Paris, le premier quartier d'affaires européen. 564 hectares de buildings recouverts de panneaux de verre. Un matériau pourtant souvent réputé pour ses déperditions d'énergie. Or, grâce à de récentes prouesses technologiques, les verres qui arrivent aujourd'hui sur le marché ont des propriétés thermiques ultra performantes. À la surface de la tour des Deux, une tour en construction, on pose 30 000 mètres carrés d'un verre de toute nouvelle génération. Chargé de l'étude de la façade de cette tour, Daniel Vanish a trouvé dans ce matériau un outil extrêmement efficace pour faire des économies d'énergie. On sait que dans une tour, il y a une production de chaleur liée aux personnes, aux machines à l'intérieur qui est très importante. Et donc c'est le chaud contre lequel il faut se protéger et pas le froid. Ce qui veut dire maximiser donc la lumière naturelle qui rentre. Ça c'est dans l'intérêt d'avoir le moins de lumière artificielle dans la tour, le confort des utilisateurs. Et pour autant minimiser les infrarouges qui rentrent pour éviter les surchauffes. Du verre intelligent, capable de laisser rentrer la lumière tout en rejetant la chaleur du soleil. Mais comment ce matériau peut-il avoir de tels pouvoirs? Pour le savoir, nous nous rendons dans le laboratoire de recherche et développement du groupe Saint-Gobain, en banlieue parisienne. Ici, on travaille le verre depuis des générations. La recette de base n'a pas changé depuis l'Antiquité. Pour faire du verre, il faut de la silice à 70%. Du sable très fin qui, chauffé à 1700 degrés, pourrait donner du verre. Pour abaisser sa température de fusion, on ajoute du carbonate de sodium et du calcium pour consolider le tout. Mais le secret de l'intelligence du verre ne réside pas dans sa composition. Pour le comprendre, il faut rejoindre une autre pièce du labo. Une salle blanche où une drôle de machine pulvérise des nanoparticules à la surface des verres. Alors ce verre, il vient de traverser l'ensemble de notre bâti de dépôt et on vient de déposer dessus différentes couches minces pour lui apporter des propriétés particulières. Alors les différents matériaux qu'on peut utiliser, ça va aller du nitrure de silicium à des métaux comme l'argent, des oxydes comme l'oxyde de zinc. En fait, on a un empilement de plusieurs matériaux, ce qui nous permet d'améliorer fortement la performance énergétique des vitres que vous allez installer chez vous ensuite. Invisible à l'œil nu, la couche déposée à la surface du verre ne mesure que 10 nanomètres, soit 10 000 fois plus petit qu'un cheveu. On ne peut la visualiser qu'au microscope électronique. Donc là, le verre, il se trouve ici. Et on voit au-dessus la succession des différents matériaux utilisés. Donc à peine plus clair, ça va être une couche de nitrure de silicium.
ensuite une couche d'argent et enfin votre matériau. Dans ce cas particulier, ça va lui donner le pouvoir d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments, c'est-à-dire que grâce à un empilement tel que celui-ci, on va pouvoir conserver la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Une simple plaque de verre, comme on en trouve dans les habitations anciennes, laisse passer la luminosité et la chaleur du soleil. Mais cela entraîne de très grosses pertes de chaleur vers l'extérieur. Un double vitrage porteur d'une couche d'argent va laisser passer la lumière et la chaleur du soleil, ce qui divise par 5 les pertes vers l'extérieur. Aujourd'hui, les fenêtres peuvent donc être aussi isolantes qu'un mur. Le rayonnement solaire provoque naturellement un échauffement de l'air à l'intérieur des bâtiments. Autrement dit, un effet de serre. Pour limiter ces effets, on utilise des vitrages à contrôle solaire sur les faces les plus exposées. Une couche d'argent sur la vitre intérieure leur donne un pouvoir isolant. Et la vitre extérieure porte une couche d'argent plus épaisse pour bloquer la chaleur du soleil. Retour à la Défense, sur le chantier de la Tour des Deux, où tout a été pensé en amont pour permettre des économies d'éclairage et de climatisation. Là, on est au sud de la tour, et donc il y a des calculs thermiques et d'ensoleillement très complexes pour vérifier quelles zones ont besoin de verre spécifiques, notamment à contrôle solaire. Et ailleurs dans la tour, en dehors donc des verres à contrôle solaire plutôt au sud et à l'ouest, on essaye d'encore augmenter la lumière naturelle qui rentre, donc la transmission lumineuse. Donc là encore, maximiser la lumière naturelle qui rentre et donc être un tout petit peu moins performant contre les infrarouges. C'est un équilibre entre les deux. Une tour d'aujourd'hui consomme 2 à 3 fois moins et on vise bientôt 4 fois moins qu'une tour d'il y a 15 ans, 20 ans. La part de l'enveloppe, on va dire, l'enveloppe de la tour, en sachant qu'il y a la partie vitrée et les parties non vitrées qui sont quasiment les mêmes éléments, le même type d'éléments, c'est autour de la moitié de ce qui permet de faire des économies d'énergie dans une tour. C'est donc colossal. Au laboratoire de recherche et développement, le dernier né des vitrages à contrôle solaire est encore plus évolué. Un vitrage, porteur lui aussi d'une couche mince et qui serait capable de remplacer les stores. C'est un vitrage qui a plusieurs états de coloration et qui a plusieurs états de propriétés thermiques. Donc dans l'état le plus clair, tel que celui qu'on voit ici, on va laisser passer la chaleur du soleil et on va fonctionner en augmentant les apports énergétiques solaires dans le bâtiment, en augmentant la chaleur apportée par le soleil. Maintenant, si on imagine qu'on se trouve en été et que là, au contraire, on veut éviter ces apports énergétiques solaires et qu'on veut éviter la surchauffe à l'intérieur de la pièce à cause du soleil, eh bien, on va venir colorer ce vitrage simplement en y appliquant une tension. Voilà, c'est comme chez vous, vous allumez la lumière, bah ici, vous activez la coloration du vitrage. Et comme on le voit, le vitrage se colore et va éviter à la chaleur du soleil de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Le matériau actif, c'est un matériau connu depuis des années qui est l'oxyde de tungstène. Et c'est ce matériau-là qui, dans un état électrochimique, est coloré, dans un autre état, est décoloré. Dans ce laboratoire, les réunions de perfectionnement des vitrages se déroulent dans une salle plutôt high-tech. La seule en France à être équipée du verre innovant que nous a présenté David. Aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, j'éclaircis les vitrages pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Ce vitrage électrochrome permet de s'adapter à l'ensoleillement pour faire des économies de chauffage, climatisation et d'éclairage. Mais 10 fois plus cher que la dernière génération de vitrages à contrôle solaire, on ne peut le trouver que sur quelques bâtiments aux États-Unis et en Europe. Quand les coûts de production de ce vitrage innovant auront baissé, nul doute qu'il viendra habiller les bâtiments de demain. Nous arrivons au terme de cette émission. Bien entendu, vous trouverez de nombreux contenus supplémentaires sur arte.tv/futurmag et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. En attendant, bon vent und bis bald.